Paul Jackson Pollock est un peintre américain du XXe siècle et la tête de proue du mouvement artistique appelé expressionnisme abstrait. L'expressionnisme abstrait s'inscrit dans la lignée du dadaïsme et du surréalisme et hérite de ceux-ci du goût pour l'inconscient, pour la spontanéité et l'automatisme. Ce mouvement artistique naît dans l'après-guerre, dans un monde économiquement chaotique, dans lequel la psychanalyse et la physique quantique prennent de l'importance et transforment notre manière de nous représenter la réalité. Kandinsky et Mondrian avaient déjà libéré la peinture de l'impératif figuratif. L'expressionnisme abstrait se donne pour but de laisser l'inconscient mettre en forme, mettre en ordre le hasard du chaos, faire des mouvements désordonnés, hasardeux, chaotiques, sans but conscient précis, pour que s'exprime dans le geste l'influence de l'inconscient. La réalisation de ce projet passe dans la peinture de Pollock par la technique du dripping. Bon, la technique du dripping utilisée par Pollock ne paraît pas hautement technique, puisque simplement il suffit de laisser couler la peinture du pinceau et le tour est joué. Pour le dire autrement, n'importe qui peut le faire. Le résultat final ne dépend pas précisément de la volonté de l'artiste, puisqu'il y a une part de hasard dans la chute des gouttes, et comme il s'agit d'art abstrait, le résultat n'est pas tenu de ressembler à quoi que ce soit. C'est en partie ce qui a jeté les œuvres de Pollock dans la controverse. Cette controverse qui s'est étendue aux œuvres contemporaines est aisée à comprendre. Il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et ben c'est parfait ça. On est face à des œuvres qui demandent de moins en moins de maîtrise technique de la part des artistes, qui sont de moins en moins figuratives, qui cherchent de moins en moins la beauté, qui semblent avoir de moins en moins de sens a priori, et qui pourtant reçoivent de plus en plus d'attention, de couverture médiatique, de plus en plus d'interprétation et de plus en plus de valeur marchande. L'augmentation de cette relation linéaire négative fait de l'art contemporain un sujet de raillerie, voire de révolte. Un de ces tableaux fameux, numéro 5, a été vendu 140 millions de $. Bon, voici un extrait d'Ex Machina, un film d'Alex Garland, dans lequel un des personnages se livre à une expérience de pensée en partant d'un tableau de Pollock. You know this guy, right? Jackson Pollock. Jackson Pollock, that's right, the drip painter. Okay, he let his mind go blank and his hand go where it wanted. Not deliberate, not random, someplace in between. They called it automatic art. What if Pollock had reversed the challenge? What if instead of making art without thinking, he said, you know what? I can't paint anything unless I know exactly why I'm doing it. What would have happened? He never would have made a single mark. Yes, you see, there's my guy, there's my buddy who thinks before he opens his mouth. He never would have made a single mark. The challenge is not to act automatically. It's to find an action that is not automatic, from painting to breathing to talking to fucking to falling in love. Nathan, donc le personnage de droite, part d'un constat. Le principe recteur de la peinture de Pollock, c'est de laisser son geste au hasard. C'est un geste sans but, mais pas aléatoire non plus. La question de Nathan est la suivante. Quel genre d'œuvre aurait vu le jour si Pollock avait inversé son principe ? À savoir, s'il avait fait des gestes calculés, délibérés et entièrement conformes à sa volonté. D'après lui, il n'y aurait pas eu de tableau. Bon, d'un côté, on peut dire que ça illustre ce qu'on disait dans les précédentes vidéos, à savoir que l'art n'étant pas la pure application d'une technique, les œuvres ne coïncident jamais avec ce que l'auteur avait prévu de faire en fait. Mais d'un autre côté, l'art qui se veut automatique, et qui recherche l'automatisme dans ses gestes. Cet art-là rend manifeste en fait l'automatisme à l'œuvre dans chacune de nos actions. Mais alors si tous nos gestes sont automatiques, alors non seulement je ne suis pas libre, mais le moi tel que je le conçois n'existe pas. Et c'est comme ça que la peinture de Pollock peut devenir une réfutation du sujet et du libre arbitre. Mais tenons-nous-en au libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie que le hasard? Qu'est-ce que c'est que peindre au hasard, faire des gestes au hasard? L'idée de hasard, c'est l'idée d'un principe faisant converger différents éléments pour produire tel événement plutôt que tel autre, alors que les deux événements étaient également probables. Un événement est dit hasardeux lorsqu'il est produit de manière fortuite et imprévisible. La question est de savoir si le hasard existe, et si quelqu'un qui connaîtrait suffisamment bien les choses pourrait finalement prédire les événements à venir. Lorsqu'on joue au billard par exemple, si l'on reproduit une frappe, et que l'on a exactement la même disposition des boules, la même vitesse, bref,
Si tous les paramètres sont exactement les mêmes, dans 1000 mondes possibles, va-t-il se passer la même chose? Bon, impossible de revenir en arrière pour refaire l'expérience. Mais remarquez qu'un des critères de scientificité d'une expérience scientifique, c'est la reproductibilité de celle-ci. Les lois gouvernant notre monde paraissent donc être strictement déterministes et semblent déterminer strictement tout ce qui arrive, c'est-à-dire en rendre totalement raison. Tout événement a une cause qui explique pourquoi il s'est produit, et en remontant de pourquoi en pourquoi, on reviendrait à une cause première, et à un ensemble de principes qui expliquerait tout le reste. Ainsi, notre monde paraît posséder une clôture causale, et on voit mal en vertu de quoi nous pourrions nous soustraire à celle-ci. Pierre-Simon de Laplace, scientifique français du XVIIIe siècle, illustre le déterminisme par une expérience de pensée. S'il existait un esprit disposant d'une connaissance totale des lois de la physique et d'un état initial de l'univers, alors celui-ci pourrait déduire le passé comme l'avenir, y compris évidemment nos actions. Si l'on comprend le hasard au sens de aléatoire, dans ce cas-là, le hasard n'existe pas ou ne semble pas exister. De fait, le monde semble organisé par des lois physiques qui règlent les rapports, qui lient les choses nécessairement entre elles. En ce sens-là, tout est nécessaire. Le hasard et la contingence renverraient en fait à la même chose, à savoir notre ignorance, au caractère limité de nos connaissances. Nous ne sommes pas libres de nos choix. Mais alors, deux questions. D'abord, quelles sont nos déterminations? Peut-on les connaître? Et si oui, comment? Et surtout, comment expliquer que les conclusions du déterminisme s'opposent complètement à notre expérience consciente, quotidienne? Dans notre expérience subjective, on a l'impression d'être face à des choix tous les jours. On a le sentiment de devoir prendre des décisions. En fait, on a non seulement l'impression d'être confronté à des choix et d'avoir des décisions à prendre, mais en plus, on a le sentiment que ces décisions et ce choix se font parfois dans la souffrance et la douleur. On a le sentiment parfois de résister à des dispositions desquelles on peut triompher, en fait, ou auxquelles on cède. Et je crois que ce sont des questions auxquelles il nous faut répondre. Si on veut, je sais pas moi, un système judiciaire sensé et légitime, vous voyez, voilà. Allez.